Chez Disrupting Deaf, nous voulions proposer un épisode aux Canadiens français. Et aujourd'hui, moi, Carrie Lynn et notre étudiante diplômée, Alyssa, discute avec Patrick Derivage, un travailleur social travaillant en soins palliatifs dans la province de Québec. Bien que Alyssa soit à l'aise en français, j'ai parfois du mal. Je vous demande d'être patient avec moi pendant que je progresse dans cet épisode. Merci bien et lançons cette conversation. Mais bonjour Patrick, merci Bonjour. d'être ici avec nous aujourd'hui. Peut-être tu peux juste prendre un petit seconde, minute de te... qui es-tu, Patrick Durivage? Alors, je suis travailleur social de formation. Depuis environ 25 ans, je travaille en soutien à domicile aux personnes âgées en perte d'autonomie, principalement en soins palliatifs à domicile. Euh, on a travaillé avec différents collègues pour l'implantation des soins palliatifs à domicile avec un projet de recherche qui a permis d'élaborer un programme de soins palliatifs à domicile. Parce qu'avant, au début de ma carrière, en 1999, ça remonte déjà plusieurs années, il y avait très peu de soins palliatifs qui étaient offerts par les centres PEL au Québec, des CDC, c'est des centres locaux de services communautaires. Donc, ces établissements de santé avaient pour mandat le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, principalement beaucoup des personnes âgées, mais d'autres personnes avec des troubles d'handicap, de les maintenir à domicile avec des services de proximité. Et certains d'entre eux, ne pouvant pas rester à domicile, on faisait des demandes de relocalisation dans le centre d'hébergement et l'offre de soins palliatifs était très peu développée. Donc, suite à ce projet-là, on a réalisé que les soins palliatifs à domicile étaient possibles et on a mis en place des petites équipes, on les a formés, on les a accompagnés et depuis ce projet de recherche, euh, ça a ouvert la perspective qu'on pouvait accompagner des personnes en soins palliatifs à domicile jusqu'à la toute fin de leur vie et d'avoir justement ce souci des personnes en fin de vie, mais aussi des proches aidants. Donc, si on a des politiques au Québec sur les soins palliatifs, qui établit que les soins palliatifs doivent être donnés à domicile, en centre d'hébergement de soins de longue durée, à l'hôpital, ainsi que dans les maisons de soins palliatifs. Cette politique-là date depuis 2004. Donc, c'est une politique qui a été mise en place et qui reconnaît tous ces lieux de soins-là, mais aussi reconnaît que l'aide apportée aux familles et aux personnes en fin de vie doit se faire par des équipes interdisciplinaires. Donc, quand je parle avec des collègues dans différents pays, ils sont vraiment étonnés que les travailleurs sociaux, les écothérapeutes et des autres intervenants, médecins, infirmières, tout ça, soient impliqués en soins palliatifs. Donc, c'est une particularité au Québec et au Canada que les travailleurs sociaux soient vraiment impliqués dans les soins de proximité à domicile. Donc, et on prend ça pour acquis au Canada, mais quand on se compare à d'autres pays, à d'autres juridictions, les travailleurs sociaux sont pas tant impliqués que ça en soins palliatifs. Donc, c'est une réalité, je pense, anglo-saxonne de C.C. Saunders qui a insufflé ce soin-là et on le prend pour acquis, mais c'est particulier que les travailleurs sociaux soient impliqués dans les soins palliatifs. Je suis curieuse de savoir ce qui vous a inspiré. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans le domaine des soins palliatifs? Parce que c'est pas toujours la première option dont les gens pensent après qu'ils finissent leurs études, surtout quand on sait que la mort et le deuil peuvent être des sujets tabous. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce chemin? Il faut dire que moi, j'ai eu l'intérêt des soins palliatifs dès mon bac en psycho. J'ai fait un bac en psycho à l'Université de Montréal. Et un des professeurs dit, ben, faites du bénévolat, accompagnez des gens, peu importe la problématique. Puis moi, j'ai décidé de faire de l'accompagnement en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs, dans un hôpital à Montréal. Puis ça m'a ouvert l'esprit justement sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je faisais du bénévolat principalement en fin de soirée puis la nuit pour donner du répit aux proches pour qu'ils puissent dormir un peu. Puis je faisais
des quarts de travail de 11 heures jusqu'à 7 heures le matin. Et j'accompagnais les personnes qui avaient de la difficulté à dormir, qui avaient des anxiétés, de l'angoisse, qui craignaient de s'endormir parce qu'ils craignaient de mourir dans la nuit à venir sans leur famille. Donc, je m'assoyais avec eux, je les accompagnais, j'écoutais leur anxiété, leur vécu. Et avec eux, je faisais de la relaxation, je faisais de la visualisation, je faisais différents types d'interventions pour pouvoir les calmer, puis les aider à s'endormir. Puis des fois, ben, la personne s'endormait, puis elle décédait, puis on rappelait les familles quelques heures plus tard, puis on accompagnait les personnes endeuillées suite au décès. Et on essaie de mettre en contexte que même s'ils ont quitté la personne, euh, que le fait de pas être présent à leur décès, c'était pas un échec de leur part. Que l'accompagnement était beaucoup plus large que d'être présent sur les derniers moments de la vie et que de remettre en perspective que l'accompagnement qu'ils sont fait sur des années parfois doit être revu et que la présence à un décès, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. La personne aurait été à domicile, elle a pu s'endormir et la personne n'aurait pas été présente. Et l'accompagnement, ce n'est pas juste être présent au moment ultime de la fin de vie, mais être présent toutes ces années dans leur trajectoire de maladie. Donc, un peu de revoir ça dans une perspective de deuil et d'accompagnement des personnes endeuillées. Donc, depuis cette expérience en soins palliatifs, je me suis décidé de m'intéresser vraiment aux soins aux personnes âgées. Donc, suite à mon bac, j'ai vu qu'avec le bac en psycho, ça me donnait pas vraiment accès aux personnes âgées. Alors, je me suis orienté en service social pour faire de l'accompagnement auprès des personnes âgées à domicile. Et le bac en service social m'a donné accès aux soins à domicile. Puis, j'ai fait ma maîtrise et j'ai pu commencer comme intervenant à domicile. Et dès le début, j'avais vraiment l'intention de faire des soins palliatifs, mais la proximité avec les personnes âgées à domicile, c'était quelque chose qui m'intéressait, de rejoindre les personnes dans leur intimité, dans leur chez-soi, d'aider les proches à accompagner les personnes, toutes maladies confondues. Donc, c'était ça que la recherche. Je ne voulais pas me spécialiser avec une pathologie ou avec des troubles neurocognitifs seulement. Moi, je voulais vraiment une perspective diversifiée. Et ce que les soins palliatifs et les soins à domicile permettent, c'est d'être exposé à différentes pathologies, différentes réalités, de voir la personne en perte d'autonomie, mais ses proches qui l'accompagnent, la famille et même la communauté impliquée dans les soins de proximité. C'est ce qui m'anime toujours comme intervenant social. Comme travail social. Donc, c'est de là c'est de là que je viens et c'est là que je suis encore impliqué et qui m'allume encore, qui m'intéresse encore. C'est vraiment accompagner la personne dans son dernier chapitre de vie. Et le chapitre de vie peut être assez long. Des fois, on accompagne des gens sur 10, 12, 15 ans et des fois, c'est très court, sur quelques journées, quelques semaines. Donc, c'est très variable, le type d'accompagnement qu'on offre et ça parle un peu de les soins palliatifs qu'on a au Québec, au Canada. Ça peut être très intense sur quelques semaines ou des fois, ça peut être un accompagnement sur plusieurs mois et années. Et la question qu'on me pose souvent comme intervenant et que mes collègues me posent souvent, quand est-ce que les soins palliatifs commencent? Quand est-ce qu'on doit considérer les soins palliatifs? Et ça, c'est un débat qui est toujours en cours. Et, et qu'est-ce qui est différent des soins palliatifs et de l'accompagnement qu'on fait? Je ne sais pas si vous avez vu tout récemment, la France a mis en place un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, mais aussi établi l'accompagnement comme un concept de soins palliatifs. Je trouve ce concept vraiment intéressant parce que il faut arrêter de mettre en opposition soins palliatifs, soins aux personnes âgées et soins fin de vie comme étant des phases ou des équipes différentes. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment l'accompagnement est de plus en plus intégré dans la vision des soins palliatifs. Pourriez-vous nous en expliquer un peu plus en détail ce que cela signifie pour vous? Comment définirez-vous les soins palliatifs et l'accompagnement? Pour moi, quand on réussit à rejoindre la personne en fin de vie et ses proches par une équipe interdisciplinaire, c'est ça l'essence des soins palliatifs. C'est l'accompagnement qu'on offre aux besoins holistiques que C. Sanders a très bien défini. Donc,
Il faut arrêter de dire aux gens qu'on accompagne que les soins palliatifs, c'est seulement dans les hôpitaux, c'est seulement dans les maisons de soins palliatifs. L'accompagnement qu'on fait, c'est de répondre aux besoins vraiment holistiques, des besoins bio, psychosociaux, religieux, spirituels, vraiment, et aussi de rejoindre les gens dans leur type de relation qu'ils ont. C'est sûr que nous, qu'on offre comme travailleurs sociaux, c'est de se pencher sur l'aspect relationnel des personnes et des familles et leur connexion avec la communauté et les différents systèmes dans lesquels ils évoluent. Donc, c'est le regard qu'on pose comme travailleur social, c'est vraiment de voir cette perspective-là au niveau relationnel. Oui, on aborde la personne dans sa psychologie, dans son vécu, dans son expérience, dans cette trajectoire et tout ça, mais on est vraiment, notre force, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les relations et les différents rôles sociaux que les gens peuvent entretenir. Puis je pense qu'on va peut-être en discuter aujourd'hui un peu plus davantage des rôles sociaux que les gens ont et de mettre ça en lumière dans une perspective de soins palliatifs et de soins infirmiers. Donc, c'est ce qu'on va peut-être discuter aujourd'hui ensemble dans nos différentes discussions et questions qu'on aura à répondre ensemble. Hey. Wow! Merci, Patrick. C'est une grande histoire. C'est une histoire qui me touche, mais je ne suis pas travailleuse sociale, mais je travaille dans l'endroit de santé publique. Je crois que soins palliatifs puis l'aide médicale à mourir sont les soins des personnes âgées. C'est vraiment une question de la qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté. C'est vraiment le sens du mot palliatif, hein? Ça dit wrap around. Donc, comme tu as dit, définitivement, pendant les jours, les mois, les années sur la trajectoire d'une expérience humaine. Mais depuis ces années à UQAM, à Montréal, une étudiante de psychologie avec ta maîtrise. Maintenant, hein, depuis 2016, on a l'aide médicale à mourir au Canada et au Québec. Comment ta rôle ou ta perspective a changé à cause de ça, à cause de cette loi? Mm-hmm. Oui. C'est sûr qu'au Québec, on a l'aide médicale à mourir qui a été entérinée et mise en vigueur depuis 2015. Et le reste du Canada a eu très peu de temps pour se retourner ou de décriminaliser au niveau du code criminel ce soin. Donc, la perspective de temps, j'aime bien aussi reculer les pendules, non seulement en 2015, mais bien avant ça. Parce qu'on a eu une commission spéciale de mourir dans la dignité au Québec qui a eu cours entre 2008 et 2009, je crois, et qui a mené un rapport en 2012. Donc, ce rapport faisait état non seulement de l'euthanasie, parce que dans ce rapport-là, on utilise le terme euthanasie, mais il parlait aussi de l'acharnement thérapeutique. On a consulté la population au Québec avec une commission itinérante qui a fait environ, je pense, 8 villes à travers le Québec. On a demandé à la population quels soins qu'ils voulaient avoir en fin de vie. Alors, les gens se sont prononcés. Il y a au-dessus de 300 mémoires qui ont été déposées par différents groupes, associations, et qui ont fait état des soins qu'ils voulaient avoir mis en place. Et certains ont mentionné, certaines associations ont mentionné que l'aide médicale à mourir, ils étaient en faveur pour ce soin-là. Donc, il y a eu une démarche et il y a eu ce projet de loi qui a été mis en place en 2014, puis ça a été rentré en vigueur en 2015, permettant l'aide médicale à mourir. Mais il y a aussi d'autres dispositions dans la loi qu'on parle très peu. On parle très peu des directives médicales anticipées qui permettent aux citoyens de tout âge, de 18 ans et plus, de mentionner les soins qu'ils veulent avoir en fin de vie. Donc, ces directives médicales anticipées sont aussi importantes à considérer parce que ça permet à la personne d'élaborer et de consentir ou de refuser des soins qui prolongeraient la vie dans une perspective de fin de vie. Donc, les 5 soins spécifiques, on peut les connaître, c'est la réanimation cardiaque, la ventilation assistée, l'hydratation artificielle, ainsi que la dialyse. Donc, les Québécois peuvent choisir de consentir ou de refuser ces soins-là
afin d'éviter le fardeau de la prise de décision dans un contexte très précis de fin de vie. Donc, ces directives médicales anticipées ont été mises en place pour éviter justement ce que les gens peuvent percevoir comme ces soins qui sont futiles ou même qu'on pourrait appeler d'acharnement thérapeutique. En anglais, je pense qu'on utilise le terme futile approach therapy. Donc, ces soins-là vraiment permettent d'avoir un consentement puis un registre national au Québec où les gens peuvent déposer leurs directives médicales anticipées auprès de la Régie d'assurance maladie et de vraiment expliciter les soins qu'ils veulent avoir. Malheureusement, étant donné toute la place médiatique qu'il y a eu sur l'aide médicale à mourir, cet aspect de la loi n'a pas vraiment eu écho dans la population. Puis on a eu très peu de gens qui se sont inscrits à ce registre national des directives médicales anticipées. Donc, on a un travail à faire aussi pour renseigner des gens sur ce directive médicale anticipée-là. Et par rapport à 2015-2016, c'est sûr qu'il y a eu des gens qui étaient contre l'aide médicale à mourir par raison de conscience ou par ça interpellait leur foi, ça interpellait aussi leur perspective des soins palliatifs. Donc, certaines personnes se sont dit, ben écoutez, si on offre l'euthanasie, c'est vraiment contre la philosophie même des soins palliatifs, parce qu'on sait la définition, c'est pas de pas accélérer le processus de la mort, ni de la retarder, mais de laisser la mort naturelle venir telle que la biologie le permet. Donc, on n'intervient pas pour accélérer ce processus-là. Donc, c'était vraiment la philosophie des soins palliatifs qui était heurtée par l'euthanasie. Et ça, il faut réussir à l'expliquer aux gens aussi quand on aborde l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir dans cette perspective-là. Beaucoup de gens disent ouais, bon là, on tue des gens vraiment d'une façon abrupte, il y a d'autres options. Mais les gens qui demandent l'aide médicale à mourir au Québec, la majorité sont suivis en soins palliatifs. Il y en a des recherches qu'on a faites à la Commission de soins de fin de vie permettent de dire, bon, la plupart étaient suivis par des équipes en soins palliatifs. Malheureusement, on n'a pas de données précises sur la durée de l'implication de ces équipes-là. On sait qu'il y a des consultations, on sait qu'il y a des équipes soignantes qui étaient au chevet de ces personnes-là. Malheureusement, on n'a pas de données quantitatives pour nous renseigner sur la durée de l'implication des équipes de soins palliatifs. Et ça, c'est dommage. Il y aura des recherches qui auront lieu dans les prochaines années pour pouvoir mieux documenter ce recours aux soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. On en parlera peut-être un peu plus tard dans notre conversation, mais bref, cette perspective de fin de vie-là, avec l'aide médicale à mourir, c'est sûr que c'est venu heurter plusieurs personnes dans leurs croyances et dans leur perception sur les soins palliatifs. Toutefois, beaucoup d'intervenants dans le système de santé au Québec ont intégré l'aide médicale à mourir comme une option parmi tant d'autres dans un contexte de fin de vie. Donc, que ce soit une sédation palliative, l'aide médicale à mourir, la gestion de symptômes, tout ça, ce sont des soins qu'on offre et on a maintenant l'aide médicale à mourir comme une option parmi tant d'autres. Patrick, vous mentionnez l'importance de l'approche et de la philosophie dans les soins de fin de vie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce que cela signifie pour la personne qui fait demande pour des soins palliatifs et aussi pour leur famille? Et ça, c'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que faut être conscient de l'approche et de la philosophie qu'on veut mettre et d'avoir en tête non seulement la conception de la personne qui demande les soins, mais les gens qui sont autour de cette personne-là. Et moi, je suis très sensible à l'arrêté des personnes endeuillées quand on aborde les différentes options de fin de vie et qu'on se met en opposition l'aide médicale à mourir et soins palliatifs. On peut avoir ce débat philosophique et sémantique avec les académiciens, mais quand on parle à la population, faut la remettre en termes de soins. Et c'est inscrit au Québec comme un soin au Québec. Donc, c'est important de le préciser. On peut expliquer d'une façon générale pourquoi certaines personnes sont contre et de donner le choix en fonction des options, tout en tenant compte la valeur des personnes qui sont aux prises avec cette option-là. Et là, je dis aux prises parce que bien souvent,
il y a quelques recherches qui ont été publiées dans les dernières années qui disent maintenant qu'on a de l'aide médicale à mourir, ça force les gens à se questionner, est-ce qu'ils vont demander de l'aide médicale à mourir dans leur fin de vie. Et ça, je l'entends beaucoup quand je rencontre des personnes âgées. Ils vont dire, moi, j'ai atteint telle limite dans ma perte d'autonomie, je demande de l'aide médicale à mourir. Je dis, OK, on peut parler de ces perspectives-là de votre fin de vie. Puis, je pense que l'aide médicale à mourir a mis de l'avant la discussion sur la fin de vie. Et on peut utiliser ça comme une passerelle sur la discussion sur les soins de fin de vie et même les soins palliatifs. On peut expliquer aux personnes qu'on accompagne ce que les soins palliatifs peuvent donner. Et pas seulement dans une perspective de fins terminaux, parce que bien souvent, les soins palliatifs sont perçus comme étant des soins de fin de vie lors de l'agonie, de la fin de vie, dans les derniers jours, dernières semaines. Il faut élargir la perspective des soins palliatifs à une perspective de la dernière année de vie de la personne. Et quand on explique aux gens que les soins palliatifs, avec une bonne gestion de symptômes, permet d'augmenter l'espérance de vie, qui peut être contre ça? Donc, quand on offre cette perspective-là, les gens ont une meilleure compréhension de ce que sont les soins palliatifs. Parce que malheureusement, dans le système de santé, on associe encore soins palliatifs à des soins terminaux, à des soins dans un hôpital, dans une unité de soins palliatifs, dans les derniers jours, dernières semaines de vie. Et c'est sûr que les gens vont vouloir repousser ça. Comme ils veulent repousser une admission en centre d'hébergement de soins longue durée, parce que pour eux, c'est associé à un mouroir, à des gens ou à un endroit où les gens vont mourir. Et malheureusement, on a une éducation à faire sur les options de fin de vie et d'un peu remettre ça en perspective. Oui, je pense qu'on a au Québec un examen de conscience à faire sur les termes qu'on utilise, parce que les termes ont un sens. Et quand on parle de soins de longue durée, ben, il faut être honnête aussi. Faut peut-être remettre ça dans une perspective que les gens qui sont admis en centre de soins de longue durée, leur durée de vie n'est pas très longue. De plus en plus, on a des données là-dessus que les gens qui sont admis, étant donné des critères d'admission de plus en plus sévères, font en sorte que les gens ne restent pas là des années. On reste là des mois, des fois. Donc, il faut aussi sensibiliser les gens dans le consomme de soins, de dire voici les options et voici comment les gens peuvent admettre à ces différents milieux de soins de vie-là. Et c'est le rôle du travail social aussi d'expliquer le consomme de soins, de dire voici les options. Vous avez un médecin à domicile et de revoir avec eux ce qu'ils veulent comme soins. Et on pourra parler un peu plus tard une des recherches qu'une collègue de travail a faites sur la perspective, est-ce que les gens veulent tous mourir à domicile? Parce qu'on lance souvent cette phrase-là, est-ce que les gens veulent mourir à domicile? Ce que une de mes collègues de travail a fait, Isabelle Van Pevenage, a fait un sondage populationnel auprès de 1000 Québécois en 2021. Puis ce qu'elle a ressorti comme résultat, c'est que la majorité des gens veulent vivre leur fin de vie à domicile, mais pas forcément y mourir. Donc, la perspective de la fin de vie à domicile, c'est ce qu'ils souhaiteraient vivre, mais pas forcément d'y mourir. Donc, dès lors, il faut arrêter de dire que tout le monde veut mourir à domicile. Il faut peut-être dire que la plupart veulent vivre leur fin de vie à domicile, mais peut-être qu'ils veulent mourir dans un autre lieu. Et d'avoir cette conception par rapport à ce que la recherche de ma collègue Isabelle Van Pevenage a découvert, c'est que les gens ils savent très bien que leurs possibilités de mourir à domicile sont très minces à cause du manque de ressources, tant au niveau familial qu'au niveau du système de santé, de pouvoir permettre une fin de vie digne. C'est peut-être quelque chose qu'on doit remettre dans perspective et d'offrir ces options-là aux personnes. Donc, dire, est-ce que c'est de vivre ou de mourir à domicile que vous voulez avoir? Et ça se peut très bien que vous ne voulez pas mourir à domicile. Alors, dans la situation, dans votre phase terminale de la maladie, où souhaitez-vous obtenir ces soins-là? Et de discuter avec les proches et la personne en fin de vie, dire ce serait quoi l'idéal pour vous comme type d'accompagnement. Alors, et ça, c'est le rôle du travail social parce qu'ils sont souvent impliqués dans la transition de milieu de soins et même des fois, des gens qui sont admis dans des maisons de soins palliatifs et qui vivent plus longtemps que leur espérance de vie, ben, on doit faire des demandes de relocalisation en centre d'hébergement. Donc, on est pris dans cette transition-là des gens dans différents milieux de soins.
lorsqu'ils sont hospitalisés ou lorsqu'ils sont à domicile ou en centre d'hébergement, on a ces discussions avec les familles et on doit les renseigner sur les options et les limites de chaque milieu de soins afin de bien renseigner la population et les proches sur la trajectoire d'une fin de vie avec telle pathologie. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur les soins oncologiques parce que la trajectoire de fin de vie, elle est facilement prédictible avec la perte d'autonomie plus marquée en fin de vie. Mais les autres maladies chroniques, il faut renseigner les proches justement sur comment cette maladie va évoluer, tenir en compte que c'est pas tout le monde qui a une littératie de la santé élevée. Donc, je m'explique. Une littératie de la santé, c'est une connaissance de la maladie et des impacts de la maladie chez la personne. C'est pas tout le monde qui sont des infirmiers, des médecins pour pouvoir comprendre l'évolution naturelle de la maladie. Qu'est-ce que les symptômes nous renseignent? Est-ce que c'est telle maladie qui se manifeste ou telle autre maladie? Donc, c'est pas tout le monde qui a une connaissance fine des problématiques de santé et on doit bien souvent renseigner des gens parce que Dr. Google a ses limites. On peut pas tout apprendre sur Google, on peut pas tout savoir sur l'évolution de la maladie et même si c'est expliqué une fois, 2 fois, 3 fois par différents spécialistes, quand on est confronté devant un nouveau symptôme, les proches, la personne en fin de vie peuvent se questionner et c'est à nous de bien les renseigner sur l'évolution naturelle de la maladie. Et peut-être dire que même si vous étiez à l'hôpital ou si vous êtes dans un autre milieu de soins, je suis pas certain que les soins seraient tant différents que ça, de rassurer les proches qui font un bon travail, que la personne est confortable où ce qu'elle est, permettrait de diminuer un peu leur anxiété, dire, OK, on comprend les symptômes, on comprend l'évolution de la maladie, et ce que je fais comme accompagnement est vraiment le plus optimal. Donc, les proches aidantes nous demandent de les rassurer sur la trajectoire de la maladie afin d'éviter un deuil un peu plus compliqué par la suite. Donc, c'est tout ça qui est en jeu quand on fait de l'accompagnement de fin de vie à domicile ou dans tous les milieux de soins. Les proches veulent s'assurer que la personne qui est en fin de vie reçoive les meilleurs soins possibles et c'est à nous de dire, bon, peu importe le lieu de soins où la personne est. C'est une évolution naturelle de la maladie. Et ça, parfois, on manque ces messages-là, on manque ces opportunités de discussion sur ce qui se passe et ça prend plusieurs discussions. Pas à cause qu'on l'a fait une fois ou deux, que l'intervenant peut dire check, cette discussion est là, ça prend plusieurs discussions. Et ça, c'est malheureusement, les intervenants de la santé sont confrontés à une proche qui est au chevet, mais il faut renseigner aussi non seulement cette proche qui est au chevet, mais renseigner toute la famille qui aussi seront dans l'accompagnement de deuil par la suite, puis dire, écoutez, ils ont tout fait ce qui était possible. Et cette discussion-là, malheureusement, s'étend seulement auprès des gens qui sont au chevet de la personne. Et en tant que travailleur social, on doit aussi renseigner le réseau de soutien informel autour de ce proche-là afin que le deuil soit bien vécu par la suite. Donc, c'est ce que un peu la contribution des travailleurs sociaux peut faire, c'est d'élargir la perspective sur l'accompagnement de fin de vie, pas seulement à la personne répondante ou la personne qu'on est en contact en cas d'urgence ou la personne qui est prise à prendre une décision, mais de mettre dans une perspective plus systémique l'accompagnement de fin de vie. Oui, merci beaucoup pour cette réponse vraiment détaillée. Excusez, c'était long comme réponse, mais non, mais vraiment, ça touchait sur plusieurs sujets importants. Alors, on l'apprécie vraiment. En regardant vers l'avenir, comment voyez-vous l'évolution des soins de fin de vie palliatifs au Canada et quel rôle est-ce que les travailleurs sociaux peuvent jouer dans cette image? Oui, je crois que les travailleurs sociaux ont un travail à faire sur l'information du public sur les options de fin de vie. Je crois qu'on doit, comme intervenant, éduquer la population. Et c'est ce que je fais un peu avec le Conseil des soins palliatifs de McGill, qui offre des sessions d'information au grand public sur les soins palliatifs et les options de fin de vie pour sensibiliser les gens sur les différentes options. Mais par mon centre de recherche dans lequel je travaille, on me permet de libérer un peu de temps pour donner la formation auprès des intervenants sur les différentes options de fin de vie.
mais aussi de renseigner le public sur les options. Et ça, c'est important de le faire parce que il y a beaucoup de mauvaises conceptions des soins palliatifs et aussi beaucoup de mauvaises conceptions sur l'aide médicale à mourir. C'est sûr que les journaux vont mettre des cas extrêmes et bien souvent vont donner peu d'informations sur ce qui s'est passé. On va dire telle personne était pauvre, on lui a donné de l'aide médicale à mourir. Oui, la personne était pauvre, mais elle répondait sûrement aux autres critères de la loi aussi pour pouvoir obtenir de l'aide médicale à mourir. On donne l'information fragmentaire dans les médias, puis on donne pas toute l'information. C'est normal parce que l'information est confidentielle. Mais on doit balancer ces contre-informations-là par l'information sur tous les critères d'éligibilité pour l'aide médicale à mourir, mais aussi sur les critères pour obtenir des soins palliatifs et comment y accéder. On est tous au Canada à des systèmes de santé un peu divisés par province et on doit bien souvent aider les proches et les personnes en fin de vie à donner l'information comment accéder aux soins palliatifs et de démystifier que les soins palliatifs se fait par des équipes ultra spécialisées. C'est sûr, idéalement, ça prend une équipe interdisciplinaire, mais ça peut être l'équipe interdisciplinaire à domicile qui donne les soins palliatifs. Et moi, quand j'accompagne les proches dans leur deuil, on va dire, ouais, mon mari n'a pas eu de soins palliatifs, il n'a pas été hospitalisé, il est mort avant. Oui, mais ça se peut très bien que l'équipe qui nous a accompagnés à domicile faisait des soins palliatifs. Donc, et quand on discute avec ces proches-là, eux, ils ont une vision que les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont offerts dans les hôpitaux seulement. Et on doit bien souvent renseigner les proches, mais aussi renseigner des intervenants sur c'est correct d'utiliser l'approche palliative dans vos discussions avec les personnes que vous accompagnez à domicile, dans une perspective et pas seulement d'attendre après un pronostic donné par un médecin, d'aborder les soins palliatifs comme un accompagnement de fin de vie avec une équipe complète. C'est ça, les soins palliatifs. Donc, faut peut-être aussi se questionner au Canada sur est-ce qu'on a besoin de toujours avoir un pronostic vital d'espérance de fin de vie de 3 mois et moins, qui est vraiment l'étendard des soins oncologiques. On est confronté à domicile dans beaucoup de milieux de soins à des polypathologies, à plusieurs maladies qui sont concomitantes. Et on a de plus en plus confronté à des maladies chroniques, des maladies respiratoires, des maladies rénales. J'ai peu de patients qui ont une maladie d'insuffisance rénale qui peuvent en guérir, à moins d'une transplantation de rein. Alors, est-ce qu'on peut aborder ces trajectoires de fin de vie-là avec des maladies chroniques, autres que le cancer, afin d'avoir un accompagnement de fin de vie qui soit sur plusieurs mois pour aider la personne en fin de vie d'intégrer cette information-là, mais aussi permettre aux proches de faire leur accompagnement et de permettre de se libérer de leur tâches professionnelles, parce qu'on a beaucoup de proches aidants qui sont en milieu de travail, qui ont plusieurs responsabilités. Et si on les renseigne sur, là maintenant on rentre dans le dernier chapitre de la vie de la personne, ça permettrait un meilleur accompagnement et pas un accompagnement en urgence où on est sur les quelques jours et qu'on discute d'une réanimation cardiaque à l'urgence ou pas. Donc, on veut éviter ces situations de catastrophe et d'urgence afin d'avoir une meilleure planification de soins. Donc, je m'en rejoins beaucoup à toutes les discussions qu'on fait au Canada sur les planifications de soins, mais on veut aussi élargir sur la planification de soins, non seulement médicale, mais de la planification de soins relationnels. Permettre aux gens de pouvoir vivre un accompagnement sur les derniers mois, dernières années de vie, et non seulement de se braquer sur une vision médicalisée de la fin de vie. On doit permettre aux gens de vivre leur deuil, de s'adapter aux pertes qui s'en viennent et de les mettre dans une trajectoire où on peut passer du temps de qualité avec les gens avant qu'elles perdent leur habilité à consentir aux soins, avant qu'elles perdent leur faculté de prise de décision et d'avoir une fin de vie qui soit digne. La dignité est vraiment variable d'une personne à l'autre et c'est à nous à s'adapter à leur vision de fin de vie et de comprendre de ce que la fin de vie et ce qui est aussi vraiment intrinsèquement personnel, c'est quoi une bonne mort pour les gens qu'on accompagne. Et ça, c'est vraiment variable en fonction de la culture des familles qu'on accompagne. Et même une famille, ils peuvent avoir plusieurs visions différentes de ce qu'ils entendent d'une fin de vie digne. Donc, c'est à nous, comme intervenants, d'être sensibilisés à les différents regards que les gens posent sur une fin de vie
puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme accompagnement. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des différentes perspectives, des différents conflits familiaux qui peuvent se passer. Un membre de la famille dire non, papa veut avoir tous les soins possibles. L'épouse va dire non, c'est pas ça qu'on m'a dit, c'est pas ça que papa voulait comme soin de fin de vie. Malheureusement, la personne n'est plus capable de s'exprimer. Alors, on doit avoir ces discussions-là au Canada sur la fin de vie. Quelle fin de vie qu'on veut avoir, quels soins qu'on veut avoir, mais surtout quelle personne qu'on veut près. Et ça, ces discussions-là, c'est sûr que ces discussions sont très sensibles et très difficiles à avoir parce qu'on est dans une culture nord-américaine où la productivité est mise de l'avant et on parle très peu de vieillissement. On parle très peu de s'adapter à nos différentes pertes, à la maladie. On est dans une perspective de fin de vie où les soins intensifs sont là. On se fie à la médecine de pouvoir prolonger la vie le plus possible, mais on est très peu dans l'intégration des soins palliatifs d'une façon que l'Association canadienne des soins palliatifs en fait promotion. Vous pouvez voir le document The Way Forward, ou Allons de l'avant en français, c'est disponible en anglais et français. Donc, d'intégrer les soins palliatifs plus tôt dans la trajectoire de maladie permettent à ces personnes de pouvoir bien intégrer et de se préparer à une façon plus adéquate. Donc, c'est une trajectoire de fin de vie qu'on doit mettre en perspective. Malheureusement, au Québec, on parle très peu de la mort. Et même quand on le voit dans les séries de télévision, au théâtre ou dans le cinéma, peu importe, on a une vision vraiment dramatique. Parce que c'est sûr que dans une vision médiatique, ça prend du trauma, mais la fin de vie peut s'étioler sur plusieurs mois, plusieurs années. Et on doit aussi dire que ce sont aussi des soins palliatifs qu'on offre dans cette perspective. Donc, il faut démystifier, faire du travail. Puis ça prend un changement culturel dans les organisations, aussi d'intégrer les soins palliatifs dans tous les trajectoires de maladie. Et ça, c'est un travail que le système de santé doit faire constamment. Et malheureusement, il y a tellement d'autres priorités dans le système de santé, les opérations, l'accès à des médecins. On parle très peu d'intégration de soins palliatifs et même de demander aux établissements de santé de faire la promotion de soins palliatifs. Très peu en font. Donc, il y en a qui en font, puis il y a d'autres qui disent « Ah, j'ai un site Internet à jour, j'ai toute l'information sur le site Internet. » Et on parle très peu, oui, mais il faut informer la population, pas seulement sur le site Internet, mais par des rencontres d'information, puis d'échanger sur les options de fin de vie. Donc, il faut aussi avoir une approche beaucoup plus communautaire, d'avoir ces comités de compassion, ces endroits où ce que les gens peuvent échanger sur les soins de fin de vie. Et ça, malheureusement, c'est difficile à mettre en place, mais je pense qu'on doit avoir une réflexion là-dessus sur comment la communauté accompagne les personnes dans leur trajectoire de fin de vie. On est très bon pour parler de planification financière pour la retraite, de parler différentes modalités financières, de faire nos testaments, mais on est très peu équipé et outillé pour discuter des soins qu'on peut avoir dans une perspective de fin de vie. Donc, c'est un narratif qu'on doit changer. Puis je pense que les intervenants de la santé ont un travail, un devoir. Et je suis content qu'on a une personne en santé publique dans la discussion aujourd'hui. Et je pense que ça relève aussi un peu de la santé publique de discuter de soins palliatifs et de fin de vie. Parce que ça interpelle les gens. 100% des gens vont nécessiter des soins palliatifs de fin de vie. Et donc, on doit élargir la discussion. Peut-être pas 100%, là, certaines recherches disent que 70%, mais bref, une grande majorité des gens ont besoin des soins palliatifs de fin de vie, d'accompagnement de fin de vie. Donc, il faut élargir la perspective sur plus de personnes possibles. Oui, c'est exactement ça, Patrick, parce que Cathy et moi, on parle souvent de vrais choix au Canada. On a beaucoup d'aides utiles dans la boîte d'utiles à la fin de vie. Et comme tu as dit que l'aide médicale à mourir, c'est juste une utile, c'est juste un autre Oui. choix dans la boîte. Mais moi, je ne suis pas travailleuse sociale. Moi, je suis éducatrice de mourir. Je travaille avec les petits. Je travaille avec le monde qui, à mon avis, doit commencer à apprendre les choses
comme tu as dit, vraiment tôt pendant la vie parce que c'est la seule chose qu'on va avoir tout ensemble, hein. On va Mhm. mourir, mais on va, comme tu dis, on doit prendre soin des autres, hein, nos proches, puis on doit savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut, hum, qu'est-ce qu'on peut comprendre comme la vie jusqu'au fin. Oui, Mhm. et pas juste la fin de vie. Et comme tu as dit, demystify palliative care. Parce que comme tu as dit Ouais. tantôt, ça vient vraiment comme un trigger warning, hein. Non, parle-moi de soins palliatifs. Je suis encore vivant, puis je ne veux pas. Mais comme tu as dit plusieurs fois, on doit changer la perspective. On doit comprendre que la soin palliatif peut être une approche, comme tu as dit, c'est vraiment intéressant. Je veux juste savoir, dans ton avis, moi, je suis éducatrice, tu parles d'une équipe hein, qui doit travailler ensemble pour le même but contre les Mhm. défis. Parce que comme Robert Kastenbaum a dit pendant les années, je pense que c'était les années 90, we live in a death-denying, death-defying. Society. Oui, c'est ça. Je travaille avec les jeunes qui a de beaux talks parce que mais j'ai 20 ans, je ne peux pas agir comme quelqu'un qui est, et je suis comme, on a peur, hein? On a anxieuse, grandir, mais agir. Agir? Vieillir. 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 J'ai, Merci ouais. beaucoup. Ouais, ouais. C'est vraiment, comme tu as dit, on doit avoir un paradigm shift peut-être. Ma question pour toi, je suis éducatrice. Qu'est-ce que je peux faire à côté de toi pour améliorer la situation pour le monde au Canada? Qu'est-ce que je peux faire comme prof de mourir? Ouais. C'est ma Bon, mortalité, oui. c'est une grande question parce que c'est à plusieurs niveaux. Puis moi, quand je donne des présentations au grand public, j'utilise beaucoup l'analogie des différentes transitions qu'on a dans une vie. Puis je donne souvent le parallèle du mourir avec la naissance. Quand on planifie d'avoir un enfant, on en parle, des fois ça arrive par accident. Donc, des fois, ça se présente, mais quand même, on a quand même 9 mois pour s'y préparer comme futur parent. Et en soins de fin de vie, on devrait avoir cette même temporalité-là. On doit pouvoir avoir ce même nombre de mois pour pouvoir planifier, pour pouvoir discuter, d'avoir cette temporalité-là pour pouvoir aider les gens qui accompagnent de préparer une pièce, de préparer la venue du poupon dans sa vie. Ben, en même temps, on accompagne les gens, on a des différents rituels pour permettre la préparation à la naissance. On prépare les parents à aller à des soins prénataux. On fait des cérémonies, on fait des name revealing en anglais, on fait des rituels parce que c'est la vie qui s'en vient. Et si on se permettait d'avoir ces mêmes rituels en fin de vie, et si on célébrait la fin de vie, comme tu as mentionné tantôt, de célébrer le fait de qu'on vieillit et qu'on va mourir éventuellement. Parce que dans certaines autres sociétés, la mort est célébrée. Parce que on le réalise pas. On vit plus longuement, ce qui fait en sorte que même certains chercheurs ont démontré que les gens sont de moins en moins exposés à la mort parce que les gens vivent de plus en plus vieux. Et auparavant, ça se passait dans l'intimité d'une famille à cause de la proximité des gens. Puis dans l'espace de quelques générations, les familles sont de plus en plus éclatées, vivent à travers le monde et sont pas confrontées à des fins de vie. Ils le seront éventuellement, mais de plus en plus tard dans notre trajectoire de vie. Donc, ils n'ont pas forcément l'expérience d'accompagner plusieurs personnes en fin de vie. Donc, ce manque d'exposition-là à la fin de vie fait en sorte que les gens ont de moins en moins tendance à dire ben, ça se passe à domicile. Mais il y a quelques générations, la plupart des gens mouraient à domicile. Donc, le 3/4 des gens mouraient à domicile et les changements démographiques, les changements de conditions de vie font en sorte que les gens sont moins exposés à ça. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prendrait
de sensibilisation auprès des jeunes sur le deuil, sur la mort, dès très, très jeune âge, à l'âge qu'ils sont capables de concevoir la perte d'un animal de compagnie, la mort d'un grand-parent. Ce sont tous des événements dans une vie d'une personne qui sensibilise les gens sur on vit, on naît, on vit, on vieillit et on meurt éventuellement. Donc, ça se passe une trajectoire de vie et de remettre cette trajectoire-là. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans certains cours d'histoire que de nos enfants, c'est de justement cette ligne de temps. On met des éléments historiques dans une ligne de temps, mais il faut faire la même chose par rapport à l'expérience de vie des personnes. Et beaucoup de personnes âgées que je rencontre me disent, ben, j'aimerais discuter de mon histoire, quand j'étais jeune, de donner des leçons à mes petits-enfants de ce que j'ai vécu, comme d'avoir un peu une petite biographie, de raconter mes événements majeurs. Puis certaines écoles ont sauté cette occasion-là pour justement de faire des rencontres entre les générations. Puis ces rencontres-là permettent de mettre la personne âgée dans une perspective historique, dans une perspective où ils ont eu plusieurs événements marqueurs. Et les prochains événements, ben, c'est la perte d'autonomie, mais c'est aussi la fin de vie. Donc, on peut faire ces croisements entre les générations puis dire, bon, ben, les gens vivent et meurent éventuellement. Et c'est juste une façon de sensibiliser les gens sur la fin de vie. D'autres façons, c'est de permettre aux personnes proches aidantes de pouvoir se préparer et de pouvoir mettre peut-être leur carrière sur pause avec des prestations de compassion qui existent au niveau fédéral. Mais si on permet justement aux proches d'y accéder et de l'intégrer dans une trajectoire professionnelle, ben ça les aiderait à mieux vivre leur accompagnement et de les préparer au deuil à venir de leurs parents. On est tous nés de parents. Éventuellement, on a possiblement la chance d'accompagner nos parents dans une trajectoire de fin de vie. Et ça prend une réflexion au niveau du travail pour permettre ces gens à se libérer de leurs tâches professionnelles et les autres tâches dans un accompagnement de leurs parents. Certains parents qu'on va accompagner vont mourir d'une mort subite. Là, il y a comme 30% des gens qui vont mourir d'une mort subite, mais il y a quand même 70% qui vont vivre de maladies chroniques et qui vont les amener vers une fin de vie. Donc, moi, en tant que proche aidant pour mes parents, c'est quoi l'espace que je mets dans ma carrière pour pouvoir me permettre de les accompagner. Je viens d'admettre mon père dans un centre d'hébergement de soins de longue durée avec son Parkinson qui avance de plus en plus. Puis je suis en réflexion présentement de dire, ben, OK, mon père, il en reste pour quelques mois, quelques années à vivre. Dans mon plan de carrière, comment je vais intégrer ça dans ma propre perspective. Puis c'est d'avoir cette réflexion-là sur une base individuelle, qu'on voit nos parents vieillir, puis des fois, on les voit pas vieillir. On est un peu dans le déni de nos parents vieillissent et que nos parents vont éventuellement mourir et d'autres membres de la famille aussi. Donc, c'est une réflexion individuelle que j'invite les gens à avoir au niveau personnel puis au niveau de la famille. Il y a des gens qui rentrent dans notre famille avec des naissances, mais il y a des gens aussi qui quittent notre famille par la mort. Et comment c'est vécu dans une famille et comment on va accompagner les parents qui vieillissent. D'avoir ces discussions-là entre frères et sœurs, dans les membres de la fratrie, dire qui sera prêt, qui va être disponible, comment on va pouvoir s'organiser comme famille, d'avoir ces discussions-là entre frères et sœurs. C'est aussi de belles discussions à avoir. Pas toujours facile, mais c'est des belles discussions à avoir pour pouvoir planifier l'accompagnement qu'on va avoir. On a reçu des soins comme quand on était enfant par nos parents. C'est peut-être le temps de discuter quand est-ce qu'on va remettre l'amour qu'on a reçu à nos parents. Puis c'est pas seulement sur les derniers jours, derniers mois de la vie, mais en tant que proche, on a vécu des choses incroyables durant la pandémie. Ça a peut-être considéré certains soins, certains soucis qu'on avait nos parents, parce que bon, c'était âgés de 60 ans et plus, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller au centre d'achat, on devait magasiner pour eux. Mais suite à la pandémie, quel lien qu'on continue à avoir avec ses parents qui vieillissent et d'avoir cet espace relationnel et d'inclure les petits-enfants dans ces responsabilités-là. Moi, quand je vois mon père, j'en parle à ma fille. Je dis, je m'en vais voir grand-papa au centre d'hébergement.
Veux-tu venir avec moi? Tu veux-tu voir ton grand-père? Ah, des fois, il rechigne, mais après ça, quand on les rencontre, quand on en discute, puis et on est des modèles pour les autres générations sur le soin aux autres. Et quand on normalise ça dans une situation familiale, qu'on doit rencontrer nos parents chaque semaine, on doit les voir, on doit prendre soin d'eux, on doit les tenir au courant, on les enseigne sur les soins que nous, on veut avoir dans le futur. Parce que moi aussi, moi aussi, j'aurais besoin de soins, d'attention de mes enfants. Donc, on espère que l'enseignement que je fais envers mes enfants, ça pourra se poursuivre dans d'autres générations. Alors, c'est très compliqué comme réponse. C'est très complexe, mais en même temps, tout ça, ça se tisse dans les liens sociaux dans lesquels on a. Et de pouvoir ouvrir ces discussions-là, dire quand je vais voir mon père, ben, c'est peut-être aussi considérer que c'est pas juste une tâche parmi tant d'autres, mais ça fait partie d'un réseau familial. Et aussi parce que les proches sont très intentionnés, ils veulent donner tous les soins puis prendre tout sur leurs épaules, puis dire: «Écoute, là, tu pas le seul dans la famille», puis peut-être élargir la perspective avec d'autres proches et de discuter ça au niveau familial et non seulement au niveau personnel. Oui, ben, Patrick, oui, je le sais que c'était vraiment une question complexe mais je suis vraiment, chanceuse, de comprendre ton message de modeler, le système qu'on peut avoir, hein, et je crois que tu as vraiment raison. La pandémie a démontré à nous autres que, le monde qui est solitaire, et isolé, doit être, d'avoir le soutien, hein, et on doit trouver les façons de soutenir, nos proches, mais de plus, la communauté, les, dans Mmh. une grande, euh, in a bigger way. Je le sais que Alyssa a quelque chose d'autre de te poser, mais je veux juste te dire que oui, c'est une grande question, mais comme tu as dit, on peut faire les choses simples puis petits pour changer la mentalité, hein, la façon Ouais. de penser à ça. OK, merci. Mais Alyssa. Mais avant de prendre la question d'Alyssa, juste rajouter un élément parce que c'est sûr que, malheureusement, au Québec et au Canada, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille. Donc, je peux pas dire qu'il y a un seul modèle qui existe. Il y a plusieurs modèles et il faut répondre aux gens qui sont vulnérables, aux gens qui sont seuls. Puis, en même temps, s'il y a pas de famille d'impliqués, ben, faut peut-être voir au niveau de la communauté, comment la communauté peut prendre soin des personnes qui sont vulnérables, isolées, seules, parce que ce que la pandémie nous a fait découvrir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui n'ont pas de réseau social. Et ça, c'est sûr que c'est comme travailleur social, c'est triste, mais ça fait partie de notre réalité. Puis, il faut essayer de les rejoindre. Puis ça, il y a des organismes communautaires qui font un travail incroyable et des bénévoles qui font de l'accompagnement aux gens qui sont seuls. Donc, il faut aussi voir, la solitude, et l'isolement social comme heu, un autre, enjeu de santé publique. Désolé, je te relance la balle, mais c'est un autre, enjeu de santé publique que l'isolement, contribue à une fin de vie précipitée, parce que le manque de liens sociaux fait en sorte que ces gens-là vont être plus vulnérables, système immunitaire plus faible, moins de réactions. Il y a des études qui démontrent, ça c'est pas une vérité que j'énonce, mais c'est des faits que ces gens-là sont plus à risque d'une mort précipitée parce que il manque de contact, il manque d'interaction, puis c'est pas des gens qui vont nécessairement accéder au système de santé et qu'on doit penser notre communauté, notre société, beaucoup plus inclusive, puis essayer de faire des efforts dans ce sens-là pour rejoindre ces gens qui n'accèdent pas aux soins de santé. Puis ça, c'est une réflexion comme TS qu'on doit avoir aussi comme travail social, de voir qui on exclut dans notre offre de service. Ouais. Puis ça, malheureusement, on est tellement occupé dans le système de santé qu'on n'a pas de temps de réfléchir à ça. Mais je crois qu'on doit avoir une réflexion, à ce niveau-là aussi, de rejoindre les gens qui sont plus vulnérables et qui interpellent pas les services formels. Oui, exactement ça, Patrick. Comme tu as dit, on ne peut pas penser au monde
idéale, à la situation idéale, on doit travailler et penser euh, à la situation vraie. Hein? Et c'est exactement comme ça dans ma petite coin à l'école, en primaire, avec mes tout petits. Je n'ai pas une salle de classe idéale. J'ai le monde qui sont là, puis je dois les rencontrer où il va, où il est, where they Mhm. are, pas where I would like them to be. Parce que c'est pas le vrai monde, hein. Merci bien. Et enfin, mon amour, allez, ça va aller. J'allais juste ajouter que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler de notre plan pour soins de famille, mais que c'est vraiment important d'avoir cette conversation et j'apprécie vraiment que vous nous avez partagé votre expérience avec ton père et ta fille et les conversations que vous avez ensemble. Alors, maintenant qu'on a touché sur tous ces sujets vraiment intéressants, j'aimerais juste vous demander, avant de conclure, s'il y a quelque chose que nous avons oublié ou peut-être manqué, que vous pensez qu'on devrait savoir sur l'aide médicale à mourir ou les soins palliatifs. OK. Bien, par rapport spécifiquement à l'aide médicale à mourir, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attention médiatique qui a été mise là-dessus parce qu'on est en augmentation constante depuis les 9 dernières années au Québec pour les gens qui demandent l'aide médicale à mourir. On est en 2023, la commission a dénoté 6,8% des gens qui sont décédés par l'aide médicale à mourir. Oui, c'est une donnée intéressante, mais est-ce qu'on peut parler des 93 autres pourcents des gens qui sont décédés? Et comment sont-ils décédés? Donc, on peut aussi élargir la discussion sur la majorité des gens, comment ils décèdent. Et d'avoir cette réflexion-là aussi. Est-ce qu'ils sont décédés d'une mort digne? Est-ce que nos systèmes de santé au Canada, est-ce qu'ils peuvent bien circonscrire leurs souhaits de fin de vie? Parce qu'on a des outils puis on a des données juste sur les lieux de décès. On a tel pourcentage des gens qui sont décédés à domicile, tel pourcentage sont décédés à l'hôpital. C'est des données intéressantes, mais ça me dit absolument rien sur le lieu des souhaits, les souhaits des personnes qui voulaient avoir en fin de vie. Est-ce que le système de santé a pu répondre à leurs souhaits? On est devant des données brutes qui sont imparfaites. Là. Il n'y a aucun système de santé, je pense, au travers du monde qui peuvent avoir ce parcours-là, mais je pense que c'est le défi que je lance à nos politiciens d'avoir un système de santé qui permet de circonscrire ce que la personne veut et de pouvoir, en bout de piste, de dire est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on a des systèmes informatiques qui nous permettent de suivre la trace en ce que la personne souhaitait puis ce qu'elle a reçu comme soin. Est-ce que les soins palliatifs ont intégré d'une façon adéquate dans la trajectoire de fin de vie? Là, je ne parle pas de transfert vers des équipes de soins palliatifs, je parle vraiment de ce que les soignants qui étaient à proximité ont offert des soins palliatifs. Ça, c'est un défi qui pourrait être résolu de différentes façons. Il y a des niveaux de soins où ce que les intervenants peuvent interpeller les médecins pour revisiter, revoir. Il y a d'autres façons qui peuvent être faites. On peut s'inspirer de ce qui se fait en Alberta sur les niveaux de soins qui sont intégrés dès l'admission d'une personne à l'urgence, sont rediscutés à nouveau avant d'être admis. Il y a différents systèmes qui existent qu'on peut regarder puis s'inspirer afin de bâtir un système de santé qui prend compte des souhaits, des désirs des personnes et d'aider les personnes à accéder aux soins qui sont appropriés pour eux. Parce que malheureusement, on est toujours devant des documents qui nous disent que, bon, telle personne a reçu des soins intensifs malgré qu'il ne voulait pas l'avoir. Et ça, c'est un constat triste. Pas à cause qu'on a des soins, que c'était des soins que la personne voulait. Et ça, je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus aussi, que les soins qui sont offerts au Québec, qu'on a des grands spécialistes, des grands hôpitaux universitaires qui font un travail incroyable, mais est-ce qu'on peut prendre un pas de recul, dire est-ce que ces personnes ont reçu vraiment les soins qu'ils voulaient? Est-ce qu'on a nos systèmes de santé sont organisés pour là, ce que j'appelle le 911? Est-ce que le 911, que j'appelle le système ambulancier au Québec, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour bien me recevoir, m'accueillir? Est-ce qu'ils ont mon niveau de soins? Est-ce qu'ils ont accès à mes directives médicales anticipées s'ils sont dans un registre informatique? Est-ce que tout ça est fluide? On a encore du travail à faire au Canada puis au Québec.
afin de s'assurer que le consomme de soins soit vraiment arrimé aux besoins des citoyens puis aux besoins des proches. Je suis très soucieux d'arrêter des proches, mais aussi j'accompagne des personnes en situation de fin de vie et c'est pas si compliqué de la situation de fin de vie parce que je parle très peu de la fin de vie, je parle très peu de la mort, je parle vraiment des soins qu'ils veulent avoir dans leur dernier chapitre de vie. Et si on met ça en cette perspective-là, qu'on peut avoir un impact sur la qualité de vie, puis là, je mets la vie avec un trait en dessous, là, la qualité de vie. Si on parle de la qualité de vie, euh, on peut aborder ce sujet-là dans une perspective, si la situation change, quelle qualité de vie il va avoir. Et si, quand on est attentif à ces souhaits-là, on peut intégrer les soins palliatifs beaucoup plus tôt. Puis, bien souvent, le malaise ne vient pas du patient, mais vient des intervenants autour. Parce que si la discussion est abordée d'une façon normative, dire je voudrais vous accompagner dans les meilleurs soins possibles et quelle est votre vision de soins, les patients nous mentionnent très fréquemment ce qu'ils veulent avoir comme soins. Ils ont des personnes qui sont dans leur réseau social, qui sont décédées, qui vont vous parler, ah, j'ai un ami qui est décédé. C'est une porte ouverte à une discussion sur la fin de vie. Dire, comment il est décédé, c'était quoi les soins qu'il a reçus, vous, c'est quels soins que vous envisagez pour votre fin de vie. Puis si on donne un peu d'espace pour parler de ces soins-là, puis les circonscrire, puis dire, OK, on va les formaliser, on va en discuter avec l'équipe traitante afin de respecter vos souhaits, puis votre vision d'une bonne mort. On pourra accompagner nos Canadiens de façon beaucoup plus digne au Canada, puis de dire, il y a des options qui existent, assurons que ce que vous mentionnez soit respecté, puis d'avoir un système de santé qui permette de suivre à la trace ces souhaits-là. Ça pourrait dire qu'au Canada, on accompagne les personnes en fin de vie d'une façon digne et humaine. Mic drop, Patrick. Oui, exactement ça. Hein? Ça prend un système qui est fluide entre tous les milieux de soins. Nos systèmes sont vraiment très fragmentés au Canada puis au Québec. Je ne peux pas parler des autres provinces parce que j'en connais quelques-unes, mais peut-être pas d'une façon aussi intime qu'au Québec. Mais je pense que des systèmes informatiques pourraient nous permettre d'inclure le système formel, les associations communautaires. Je pense que on devra permettre aux intervenants aussi d'échanger sur les souhaits que les personnes veulent avoir, d'intégrer tous les partenaires dans les soins. Ça demande beaucoup de travail parce que nos systèmes informatiques sont fragmentés. Et si tout le monde était sur la même page, comme on dit en anglais, being on the same page, ça permettrait de pouvoir avoir des soins qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus sensibles à la réalité des personnes. Et malheureusement, qui paye le prix d'un système fragmenté, ce sont les proches aidantes, qui doivent souvent répéter leur même histoire sur que les soins que la personne voulait avoir. Et ça, on comptabilise pas le fardeau qu'on impose sur les proches avec un système de santé qui est fragmenté où les personnes doivent répéter leur histoire à plusieurs intervenants constamment. Et on rajoute du fardeau sur les proches. Et malheureusement, je souhaite qu'un jour, on aura un système de santé qui va pouvoir circonscrire les souhaits de la personne et que ça soit partagé dans tout le réseau afin que peu importe où la personne se retrouve, soit l'urgence, dans une clinique privée ou à domicile, que les intervenants soient au courant des souhaits de la personne et qu'on puisse mieux les accompagner. Oui, j'ai vraiment l'impression, Patrick, merci, que on doit, je ne sais pas le verbe en français, mais repatriate le système avec les statistiques ou choses comme ça pour mieux savoir. Comme tu as dit, j'ai mon téléphone cellulaire tout le temps. Pourquoi c'est vraiment difficile d'être dans plusieurs coins et le monde ne sache pas qu'est-ce que je veux à la fin de vie. Hein. Encore une fois, c'est quelque chose bien compliqué en pratique. En ce moment, peut-être on peut trouver les choses plus simples et plus efficaces pour savoir qu'est-ce qu'on veut avoir. Wow, merci beaucoup. J'ai bien appris avec toi aujourd'hui. Merci bien. Je ne suis pas travailleuse sociale, mais je suis wannabe à cause de Madame Cathy. Puis, je veux juste te remercier encore une fois pour parler avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation, puis je pense que ça fait partie de notre travail comme intervenant aussi de
démystifier les soins de fin de vie, puis d'ouvrir la discussion. Donc, je remercie Mme Miller-Cortis pour d'avoir pris cette initiative d'ouvrir la discussion sur les situations de fin de vie. J'adore le titre. Je pense que Disrupting Death, c'est vraiment parlant. Puis si on perturbe la mort par ces discussions-là, ben, je pense qu'on fera émerger la vie. Oui, on va continuer la mission de perturber la mort. J'adore ça. Mais j'ai bien appris aujourd'hui. Mais je te remercie encore une fois, 1000 fois. Puis peut-être on va se voir face en face à Ottawa ou à Montréal ou quelque part. Oui, mais prends soin de toi, hein? Merci beaucoup. Oui, Donc, je souhaite de bons accompagnements, puis de ne pas avoir peur de porter plainte si les services sont pas à la hauteur. Parce que j'encourage souvent les personnes à porter plainte. Puis malheureusement, c'est par des plaintes que le système de santé change. Puis c'est pas un fardeau qu'on ajoute sur les intervenants. Malheureusement, c'est la voix du patient, la voix des proches qu'on doit tenir en compte. Puis des fois, ça prend une plainte pour que le système peut changer, bouger. Donc, c'est sûr que c'est un fardeau de plus pour les proches quand on les accompagne dans un processus de plainte. Mais des fois, je pense aussi que les intervenants devraient intégrer les proches peut-être même dans les discussions post-mortem. Tu sais, dire, je vais présenter la situation de votre mari qui est décédé à l'équipe interdisciplinaire. Est-ce que vous avez un message que vous aimeriez que je rapporte? Puis je pense qu'on fait ce suivi d'œil-là et qu'on prend ces considérations des personnes et qu'on rapporte ça à l'équipe, mais ça peut aussi ouvrir la perspective, ce que les gens ont besoin en fin de vie, puis d'apprendre, constamment apprendre. Et on doit former la prochaine génération. On est toujours dans un processus de formation de nouvelle génération d'intervenants, puis je pense qu'on a ce travail et ce devoir de mentorat puis de sensibilisation auprès nos jeunes collègues pour intégrer les soins palliatifs, parce que c'est un travail que je fais depuis 30 ans, puis c'est un travail, je pense, qui va être dans les 25 prochaines années. On va être confronté à de plus en plus de décès au Canada, donc c'est un travail qu'il faut continuer à faire, à tous les jours. Oui, jour par jour, mais c'est exactement la raison que je travaille avec les tout-petits, hein, parce qu'on peut donner les cadeaux, hein, les études aux enfants qui va continuer formuler la société. Comme Cathy dit toujours, a society pays for what it values. Et on doit commencer à vraiment payer avec la connaissance, l'éducation, le travail, les choses comme ça pour changer le système. Mais encore une fois, merci bien. Et oui, keep on disrupting death. Exactly. Take care. Merci beaucoup, Patrick. When did we get here and how? Your stories mean everything now. When did we get here and how? Your stories mean